Bienvenue dans Il y a du bruit dans la bobine, un podcast où l'on cause cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi. On n'est pas journaliste, ça s'entend parfois, on est juste deux copains, un micro et des films, et on a mélangé tout ça pour le meilleur et pour le pire. Et si Scarlett Johansson était une alien ? On s'est tous posé la question, non ? Ou alors une prédatrice ? Ou alors juste une très très bonne comédienne. Et c'est cette hypothèse que l'on va explorer ensemble. On vous parle de Under the Skin, un film de science-fiction teinté d'horreur, un peu intello, réalisé par Jonathan Glazer. Et pour co-animer cet épisode, je suis avec celui qui a récupéré tous mes tics de langage sans me demander l'autorisation, qui maintenant fait des en fait à toutes les deux phrases. Putain, mais c'est tellement vrai. Cédric. Et moi, je suis avec celui qui, pour une fois, parlera du nez lors de cet épisode. Salut Manu. Salut Cédric. Alors, on vient de voir Under the Skin de Jonathan Glazer, qui est un film que j'aime plutôt bien. Alors, il est très compatible, visiblement, avec mes goûts, c'est ce qu'on se disait pendant... Ouais, plutôt, ouais. On parle souvent de la même chose, tes films, quand même. Bah, on verra. Bon, avant de rentrer dans le détail du film, est-ce que tu peux nous raconter de quoi que ça cause, Under the Skin ? Eh bien, nous suivons une femme, jouée par Scarlett Johansson, alors une femme extraterrestre, on ne sait pas trop au début, qui déambule dans la ville d'Édimbourg à la recherche d'hommes qu'elle va emmener chez elle et voilà, absorber, tuer. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Bon, bah avant d'aborder tous les thèmes du film, il y en a quand même un certain nombre. On va passer par la case bio de Jonathan Glazer. Ça te dit rien, Jonathan Glazer ? Mais pas du tout. Et pourtant, on a vu un film de lui ensemble au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai ? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jonathan Glazer est un réalisateur britannique qui est né en 65 à Londres. Il a surtout fait des clips musicaux avant de se faire connaître. Pour Radiohead, Massive Attack, Jamiroquai. Et il développe à ce moment-là son goût pour des images assez impactantes, assez fortes et une atmosphère étrange. Et des histoires assez minimalistes. Il passe ensuite au cinéma avec Sexy Beast en 2000, un film de gangster avec Ben Kingsley, qui devient rapidement culte en fait. Puis il réalise Burst avec Nicole Kidman. Un film qui est pour le coup assez mystérieux, contemplatif, qui est assez divisé à sa sortie. Puis après, le gars il disparaît complet quoi. Entre Burst et son film suivant, il s'écoule presque 10 ans. Pendant ce temps-là, il tourne des pubs et développe des projets, mais voilà, c'est un cinéaste qui se fait assez rare et quasiment secret en fait. Et c'est en 2013 qu'il revient avec Under the Skin, qui est son troisième long métrage. Je dis que tu connais Jonathan Glazer parce qu'on a vu ensemble La Zone d'intérêt. Ah, bordel, oui, en effet, ok, qui est tout à fait. Ce film qui nous a un petit peu, qui nous a complètement marqué en fait. La Zone d'intérêt, un film absolument à voir. Mais du coup, tu arrives à faire des connexions, enfin tu reconnais une patte ou quelque chose Oui, on en parlera, mais il y a un élément en tout cas qui m'a beaucoup impressionné. Et on voit le parallèle avec La Zone d'intérêt. Alors on va reprendre le début du film. Je vais pas te paraphraser, mais on va suivre ce personnage féminin qui va draguer des hommes via sa petite camionnette. Je suis même pas sûr qu'elle drague réellement, parce qu'elle drague surtout l'homme qui est un peu l'élément déclencheur de la deuxième partie, on y reviendra plus tard. Mais sur les premiers en tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle drague. T'as l'impression qu'elle fait quoi ?
qu'elle se fait draguer lourdement en fait. Hein. Bah, moi, bon, on peut en parler maintenant, mais pour moi, en tout cas toute la première partie, ces hommes-là, c'est de la pure prédation en fait, d'une femme qui n'a entre guillemets rien demandé. Alors elle cherche là, entre guillemets, quand elle est sur la route, mais ces hommes qui viennent la voir et la cherchent, je trouve qu'il y a un côté prédateur dans le regard en fait et dans l'attitude. Elle ne dit pas grand-chose en fait. Hein. Bah, c'est quand même elle, la prédatrice. C'est elle qui les tue, entre guillemets. Elle qui organise aussi, c'est-à-dire qui va dans des lieux où elle va pouvoir trouver des hommes, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, qu'il parle avec eux, etc. Mais évidemment, il y a un jeu de séduction et un jeu de drague en fait qui s'installe et jusqu'à les emmener dans sa maison où elle les fait en fait disparaître. Alors quand on dit qu'elle les tue, c'est pas de manière littérale, en tout cas elle les fait disparaître Oui, c'est plus ça. Oui. Donc ça c'est la première, on va dire la première partie. Comme tu le disais, il y a un élément déclencheur qui l'a fait un petit peu twister. Il y a une deuxième partie où elle fuit entre guillemets. Et il y a une fin qui est beaucoup plus courte, où elle retourne, elle va dans la nature. Enfin, on vous racontera un peu plus dans le détail. Dans tous les cas, il y a une espèce de retour aux sources, en fait, entre guillemets, sur la fin. C'est intéressant que tu dises que c'est les hommes les prédateurs. Pas dans le comportement. En fait, même si elle cherche à être vue, entre guillemets, là, cet aspect de prédatrice dans la camionnette. Mais je trouve que par le regard et l'attitude des hommes, il y a ce côté très lubrique, très prédateur sexuel qui ne pense qu'à une chose, en fait, à elle et son corps. Il y a toujours cette notion de qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que... En fait, il n'y a pas de recherche plus que ça. Et c'est justement, dans la deuxième partie, ce qui me touche énormément, c'est que elle est confrontée à quelque chose qu'elle n'a pas du tout l'habitude de connaître avec cet homme qui va lui faire vivre des choses qui sont vachement différentes. Donc c'est en ça que je parle de prédation. C'est plus que dans l'attitude de ces hommes-là, il y a un côté d'appétit purement sexuel et d'envie physique en fait. C'est plus de ça qui me marque, moi en tout cas. Alors oui, je voudrais juste nuancer, parce qu'ils sont pas tous comme ça. Parce qu'il y en a un certain nombre. Au tout début, c'est limite un peu redondant d'ailleurs. Je crois qu'on doit voir trois hommes qu'elle appâte, et puis après on comprend qu'il y en a d'autres, qu'il y en a plusieurs. Il y en a certains qui rentrent dans son jeu, il y en a d'autres où elle se prend un peu des vents aussi au tout début. Alors je suis pas en train de faire un automan, mais eux, ils vont pas à un endroit en espérant choper. Eux, en fait, elles se retrouvent directement sur leur trajet, en fait. Parce qu'elle va les chercher. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils sont dragueurs, qu'ils sont, qu'ils ont d'autres, mais ils sont pas prédateurs. Moi, je l'ai pas vu tout à fait comme ça. Après, t'as peut-être raison, hein, mais j'y vois plus le comportement. Même si, oui, je suis d'accord, mais j'y vois plus une métaphore de la femme qui, peu importe où elle va, en fait, tombera toujours sur ce genre d'homme, tu vois, avec ce côté, voilà, comme je disais, très on a pensé qu'à une seule chose. Le film aborde un certain nombre de thèmes. Donc il y en a un qu'on vient juste d'effleurer qui est le thème de la prédation. Donc je pense qu'on reviendra dessus. Il y a le thème aussi de la peau, en tout cas de l'enveloppe corporelle, qui est aussi un masque en termes d'identité. Mais aussi dans le personnage principal, qui est une surface où on va projeter tous ces fantasmes masculins, en l'occurrence dans le film, sans regarder en fait la psychologie qu'il y a derrière. Et aussi le film parle de l'humain en l'absence d'humain, quoi. Ce qui est le plus touchant, en tout cas pour moi dans le film, c'est que l'héroïne est au départ déconcertante parce qu'elle n'a aucune psychologie. Elle est vierge de toute sensibilité, de toute morale. Il y a notamment une scène qui est assez marquante à ce niveau-là, moi, une scène qui me met toujours un peu mal à l'aise, qui est la scène de la plage. Mais le film raconte ça, c'est-à-dire raconte
comment est-ce qu'à un moment donné, cette héroïne-là va être confrontée à la fragilité, va sortir du cadre dans lequel on l'a mise. Et le film parle aussi beaucoup de liberté. Et à partir du moment où, quand on essaye de sortir du chemin qui est tout tracé, ben ça part en vrille complet en fait. Ça part en vrille. C'est-à-dire que la prédatrice devient la proie du système qui n'attend d'elle que ce qu'il est censé attendre, c'est-à-dire de la séduction, de la prédation, etc. Les autres thèmes que l'on a évoqués. Je rajouterais juste un thème qui est peut-être un peu effleuré, qui est le regard caché des gens, en fait, la banalité. On faisait le parallèle avec la zone d'intérêt. Je trouve que les plans de caméra où tu vois les gens qui ne sont pas forcément des hommes. Alors, il y a beaucoup de femmes qui sont filmées d'ailleurs, mais en fait de la population dans la ville autour qui grouille en fait et qui ne regarde pas autour d'eux. J'y ai vu vraiment une façon où la population parfois ferme les yeux sur beaucoup de choses face en fait à ces horreurs-là en fait qui sont autour de nous et qu'on ne veut pas voir. Et c'est là où le parallèle avec la zone d'intérêt est intéressant, parce qu'en fait dans la zone d'intérêt il y a cette banalité face au camp de la mort en fait. Et c'est marrant que ça soit le même réal, c'est que je trouve qu'il y a réellement ce sujet-là qui doit lui être important, parce que c'est abordé de la même façon. Pas sur le même sujet, mais de la même façon en tout cas. C'est ce que j'y vois. Le film aborde le male gaze, enfin le regard masculin. Scarlett Johansson, en fait, est un peu le fantasme ultime, en vrai, dans ce film-là, et je pense que le réalisateur joue beaucoup avec l'image de Scarlett Johansson. J'ai une petite théorie sur Scarlett Johansson que j'aimerais partager avec toi. Elle veut pas, Manu, arrête. Donc ouais, le film nous confronte à ce regard masculin et nous met dans une position aussi de regardant. Moi, ça m'a fait vraiment écho avec le film The Substance de Coralie Farja. Voilà. Ouais, avec Margaret Qualley et puis Demi Moore. Il y a une même... alors, c'est beaucoup plus, on va dire... Enfin non, c'est pas plus glauque, hein, en vrai, c'est toujours aussi dégueulasse, mais c'est pas dans la même sphère. Mais par contre, dans toute la première partie, il y a vraiment ça qui se joue, c'est-à-dire, ouais, une femme belle, désirable, etc., qui forcément répond au fantasme masculin, etc. Et en fait, le film nous met dans une position assez malaisante, que je trouve vraiment très intéressante dans le film. De toute façon, je pense que le film, l'un de ses sujets principaux, c'est quand même le regard masculin. Ah, mais complètement. Hein. Je pense qu'on peut aborder tout de suite, parce que je pense que ça fait vraiment écho au film, ma petite théorie, moi, sur Scarlett Johansson. Alors, moi, c'est une comédienne que j'aime plutôt bien, qui a une jolie carrière quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une actrice qui a compris très très tôt que, enfin, c'est mon analyse, que son corps était une évidence et potentiellement une prison en fait. Et quand elle a compris ça, j'ai eu l'impression qu'elle a décidé de travailler ailleurs, c'est-à-dire dans sa voix. Elle a une voix quand même assez particulière, dans sa présence. C'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus. Et dans Under the Skin, le film capture exactement ce moment un petit peu de bascule. Elle aurait pu rester longtemps dans les personnages féminins un peu très sexualisés, jouant de son corps, etc. Mais elle l'a fait hein, chez Woody Allen. Mais assez rapidement, en fait, elle dévie. Déjà avec la voix, c'est ce qu'on a dans Her. Là, pour le coup, sa présence est résumée, entre guillemets, à un timbre de voix, à une texture, on va dire, sonore, mais quelque chose d'hyper intime. Et en fait, c'est l'un des films où elle est hyper présente. En fait, on la voit pas du tout. Même chose quand elle prête sa voix dans le livre de la jungle. On est dans la séduction, dans la douceur, tout passe par la voix. Et elle devient, tu vois, une actrice... elle devient de moins en moins une actrice physique pour devenir une actrice plutôt sensorielle. Et dans Under the Skin, son corps est ultra visible, parce que voilà, elle est nue un certain nombre de fois, elle est ultra désirée,
mais elle est complètement vide de psychologie. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une surface de projection, c'est vraiment, c'est quasiment un concept en fait. Et c'est là que le film devient complètement méta, c'est-à-dire que Jonathan Glazer va utiliser justement l'image publique pour montrer à quel point le cinéma et le regard ont fait d'elle une forme avant même d'en faire une personne en fait. Je suis pas convaincu. Je comprends ce que tu dis, mais je suis pas entièrement convaincu. Parce qu'elle a eu des rôles quand même après. Je veux dire, tu prends Black Widow, tu prends... Ouais, mais quand elle est chez Paul Thomas Anderson, elle est pas du tout dans Oui, les mais mêmes typologies voilà, de personnages. C'est des personnages qui peuvent être euh, pas très aimables. Elle a pas des rôles à part chez Marvel. On peut pas dire que ce soit une comédienne qui fait des rom-coms, qui fait qui joue des personnages qui sont attendus en fait. Donc oui, je suis d'accord sur certains rôles, en fait, qu'elle a sûrement comme ça. Après, je pense que c'est pas tous les films de sa carrière non plus. Non, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est elle ne se cantonne pas en fait à des rôles très classiques. Et quand tu prends d'autres comédiennes de sa génération, c'est peut-être celle qui va expérimenter le plus la disparition en fait à l'écran. Bah alors oui, mais d'un autre côté, quand elle est en frontale sur les écrans, où on la voit entièrement, elle va jouer plutôt des rôles qui sont badass ou Non, mais importants. Par exemple, on parlait de Black Widow. ouais, mais ça c'est Marvel, donc Oui, mais bon, il y a aussi dans Jojo Rabbit. Ouais. De Taika Waititi, où elle a un rôle fort de femme résistante. Ouais. Donc, en fait, là où je te rejoins, c'est qu'elle a quelques rôles qui sont hyper sensoriels avec la disparition du corps. Par contre, quand son corps est présent aujourd'hui, il n'a plus aucune sexualisation. Il est sur des rôles de femmes plutôt fortes. Quand elle va chez des réalisateurs type et auteurs, en fait, elle accepte de pas être aimable, enfin de pas être des personnages aimables, de pas être des personnages, de pas être un personnage central. Parce que bah, déjà, Paul Thomas Anderson, c'est quand même compliqué d'être le comédien principal, parce que c'est souvent des films avec beaucoup de comédiens. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle accepte aussi de pas être expliquée. Typiquement, ce rôle chez Glazer, aucune contextualisation, on sait pas trop d'où elle vient, on se doute bien que c'est une alien, etc. Et c'est ça que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle ne cherche plus à confirmer ou à afficher clairement son image. Elle accepte, avec ces réalisateurs-là, d'auteurs, de la désorganiser et de la faire disparaître. Et je trouve ça dingue de voir une comédienne comme elle accepter, en fait, des films comme Her où elle est présente uniquement au niveau de la voix. Dans Under the Skin, bon, bah, on voit bien ce qu'elle fait de son image et d'être une voix dans le livre de la jungle. Et en plus de ça, d'être une chanteuse aussi, parce elle chante également. Elle a vraiment ce côté, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'elle cherche à faire disparaître son physique. Peut-être. Il y a un truc de la sensation, je veux dire. Non, mais je suis pas un grand fan de Scarlett Johansson. Je trouve que, même si j'entends ce que tu dis, même si je trouve qu'elle a un jeu qui est un peu, qui est parfois inégal. Après, ça dépend aussi de qui la dirige, mais je veux dire, quand tu es dirigé par les grands, c'est peut-être aussi beaucoup plus facile, entre guillemets. Mais sur les rôles importants ou de retenue. Mais en réalité, je sais pas si t'as aimé le film. Tu m'as pas posé la question. Bah, je te pose la question, t'as aimé ou pas le film? J'ai pas détesté le film. Je trouve que la façon dont il aborde son sujet, c'est hyper intéressant. Après, sur le rythme, je suis pas cœur de cible de ce genre de film. C'est pas mon grand délire. Je sais pourquoi toi, ça l'est en tout cas. Mais tu sais pourquoi je l'ai choisi ou pas? Non. Pourquoi tu l'as choisi? Bah parce que déjà je l'aime bien, mais c'est aussi parce qu'il y avait Vesper qu'on a vu il y a pas si longtemps que ça. Écoutez l'épisode qu'on a fait sur Vesper, et tu me disais, oui, pour un film de SF, les thèmes abordés, c'est quand même relativement rare, etc. Et après avoir vu Vesper, je dis, oui, bah ouais, ok, mais bof. Et en réfléchissant sur des films de SF qui étaient, on va dire, un tout petit peu plus exigeants que la SF, on va dire, commerciale que l'on nous sert habituellement, et ben en fait, c'est le premier film qui m'est venu, je me dis, ah bah tiens, ça c'est intéressant, parce que ça parle aussi
de sujets, alors c'est pas les mêmes thèmes, hein, mais de sujets, on va dire, importants, mais avec une étrangeté, avec un parti pris esthétique, une ambiance vraiment, vraiment très particulière, et qui est beaucoup plus, on va dire, radicale que Vesper, qui, pour moi, a un peu de mal à trouver son ton. C'est pour ça que je l'ai choisi, en fait. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi et je comprends. Après, la grande différence, hein, c'est en effet, il y a beaucoup plus de radicalité dans Under the Skin et surtout, il y a un côté lynchien en fait hein, dedans, je trouve, et un côté très onirique, notamment sur la mort ou l'absorption des hommes qu'elle emmène chez elle. Euh, c'est très lynchien en fait. Hein. Je suis pas étonné que tu aimes ce film-là. De toute façon, quand on montre des films de la watchlist, en général, on les aime. C'est rare qu'on montre des films qu'on déteste. Ouais, mais des fois, quand tu les redécouvres, tu te dis ah, j'ai. On a dit que Life of Bell, on n'en parlait plus. T'es obligé de remettre le couvert là ou comment ça se passe? Mais non, mais j'ai aimé comment il aborde son sujet, mais voilà, c'est trop, c'est peut-être trop radical pour moi. J'ai commencé à rentrer dedans à partir de la deuxième partie, la première. Avance, j'ai compris, avance en fait. Le film est pas long, hein, 1h48. Oui, il est pas long et c'est plutôt bien passé. Hein. Mais je sais que moi, je préfère 100 fois la deuxième partie. En fait, c'est un film de SF qui refuse complètement le spectaculaire. Et en fait, le monstre, c'est pas elle, en fait. Le monstre, c'est le protocole, en fait. C'est surtout ça que raconte le film. Et ce qu'il raconte le film, et ce que tu disais tout à l'heure avec tes mots, mais c'est aussi... Putain, mais cette condescendance. Et oh, tu vas te calmer. Non, mais ce que dit aussi le film, c'est et qu'on retrouve évidemment dans la zone d'intérêt, c'est à quel point en fait le monde collabore et à quel point tout ça c'est normal en fait. À quel point c'est la normalité. Et c'est ça qui est le plus monstrueux dans le film, en tout cas selon moi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et il y a un autre point, c'est, et t'en parlais tout à l'heure sur le niveau de la famille sur la plage. En fait, c'est l'engrenage et la répétition, en tout cas dans la première partie, des hommes qu'elle ramène chez elle qui sont toujours les mêmes et ce qu'elle devient après. Et quand j'ai regardé le film, à un moment donné, je me suis dit, putain, c'est tout ce que Alex Garland n'a pas su faire avec Men, tu vois. Mais en fait, j'y ai repensé surtout à la fin, dans la forêt. Bah oui, franchement, j'avais oublié en fait. Et quand je revois la scène où elle commence à partir dans la forêt, et notamment quand elle se fait agresser clairement dans la forêt. Et effectivement, c'est ce que Alex Garland n'a pas réussi à faire, parce que Alex Garland, il est peut-être un peu trop moralisateur. C'est surtout ça. Il prétend avoir la bonne réponse, alors que Jonathan Glazer, il ne te juge pas, il ne moralise pas. Il te montre le procédé, il te dit regarde, il te dit pas le regard masculin est mal, regarde comme c'est mauvais, il te dit non, regarde comment c'est automatique, regarde comment c'est institutionnalisé, regarde comment il n'y a pas de problème en fait. Alors, juste un point là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que sur la première partie, il va dire à quel point c'est automatique, mais il y a quand même cet homme qui s'occupe d'elle dans sa maison, où qui, en fait, il montre un regard aussi différent. Ils finissent par s'embrasser. Bon, on en parlera des scènes, mais moi, c'est une scène que j'aime beaucoup. Mais il est différent des autres. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui la chamboule, où elle se retrouve face à une situation qu'elle ne connaît pas par rapport à ce qu'elle a déjà vécu. Pour moi, c'est pas aussi radical que ça. Il ne dit pas regarde à quel point c'est automatique. Si. Pour moi, il montre le protocole, il montre la mécanique. Oui, mais il montre que, excuse-moi, je te coupe, il montre que il montre qu'en fait, tu penses au tout début que ce personnage féminin a le pouvoir parce que c'est elle qui est la prédatrice. Et en fait, la réalité, c'est que non. C'est que c'est pas elle la prédatrice, comme tu le disais au tout début, mais je voulais pas qu'on l'aborde tout de suite pour qu'on ait de quoi contextualiser. Mais en fait, non. Tu penses que tu as la liberté et tu penses que c'est toi qui domine la situation, et en vrai, non, tu restes en fait un rouage, un mécanisme, quelque chose d'automatique. Et à partir du moment où tu sors de ce sentier-là, c'est là que ça part en vrille. Et c'est pour ça que oui, c'est ce qu'il explique dans la première partie, mais moi je suis pas d'accord avec toi sur l'élément déclencheur.
Et je suis encore pas d'accord avec toi sur le dernier homme, qu'il la ramène chez lui avec évidemment des arrière-pensées. Et c'est pas étonnant que ce soit un homme en plus qui la ramène. Donc le regard est encore un peu biaisé dans ce personnage-là. Je pense que il la ramène pas pour les meilleures des raisons, même si il est sans doute beaucoup plus tendre et beaucoup plus. Mais en fait, il fait partie de cette humanité, il fait partie de ce schéma-là aussi. Mais pour moi, le propos, là, il est beaucoup trop radical dans ce que tu dis. Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où il peut avoir des arrière-pensées sans que ça soit forcément un regard lubrique de prédation et de sexualisation. Il peut la trouver jolie, ça, c'est pas un problème. Mais il la recueille chez lui. Il se passe énormément de temps avant qu'il s'embrasse ou autre. Il lui fait visiter des choses, il l'amène en balade, il s'occupe d'elle, il lui saute Oui, oui, non, pas mais bien dessus, il y a sûr. rien. Non, mais bien Et sûr. d'ailleurs, ce qui me fait dire ça, c'est que la scène du baiser vient d'elle, ça vient pas de lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, mais elle, Et elle fait ce qu'on attend d'elle depuis le début. C'est-à-dire qu'elle est. peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un baiser qui est, il y a de la tendresse là-dedans. C'est pas comme la première partie, il y a de la tendresse là-dedans. C'est pour ça que je te dis que pour moi, je serais pas aussi catégorique que toi. Je pense que il montre à quel point le système est comme il est, mais qu'il y a aussi des exceptions. Alors, Je pense que c'est pas aussi noir est-ce ou que- blanc. ouais, bah, moi, je continue à pas être d'accord. Oui, alors le système n'est pas noir ou blanc, ça c'est sûr. Néanmoins, dans sa prise de pouvoir à elle, c'est-à-dire qu'au début on pense qu'elle a le pouvoir, alors qu'en fait non, elle ne fait que répondre. Et la scène du baiser, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on pense que ça vient d'elle, mais en fait elle répond et elle va dans un schéma qui est sans doute attendu. Après, je suis d'accord avec toi pour dire que ce mec-là, il a l'air quand même relativement, voilà. Mais euh, les hommes du début ne sont pas si horribles que ça. C'est des hommes lambda comme tout le monde. Et c'est ça qui rend le film rude. C'est que c'est des hommes qu'elle rencontre comme ça dans la rue et qui, voilà, y en a un qui doit être étudiant, l'autre qui fait des petits boulots, enfin rien de. C'est pas des monstres en fait. Moi, je trouve que enfin, non, ce sont pas des monstres, c'est sûr, mais dans l'attitude, c'est l'attitude en fait qui est différente. Et dans l'attitude, dans le body language, dans la façon de regarder, c'est pas du tout la même chose que bon, l'homme qu'elle rencontre voilà, qui a un problème, qui est handicapé et qui va du coup, pour moi, la faire basculer. Pour moi, c'est ce moment-là surtout. On y Ouais. reviendra peut-être après. Et l'autre homme également. Ouais, Donc oui, je serais pas. c'est- Je comprends ton point de vue. Je serais peut-être pas aussi radical. Alors parlons justement du point de bascule, comme tu le disais. Elle va rencontrer un homme qui a un physique, ce qu'on Bon, pourra, Elephant Man de David Lynch. ouais, disgracieux. Donc pour le coup, c'est un vrai handicap. Enfin, on imagine, parce que voilà. Donc elle va l'attirer, mais lui, ouais, il est pas comme les autres en fait. Il va pas aller dans la drague parce que lui, c'est quelque chose qui lui est impossible de fait de son physique. Il va pas aller dans le sens du programme en fait. Et là, ça va être pour moi, ça va être le premier point de rupture. Elle va être touchée par cette personne qui est différente. Et en fait, ça va faire comme un effet miroir, puisque elle, c'est une alien. Et en fait, elle va se retrouver un peu dans cette différence. En fait, elle est touchée quand il lui dit que il rentre très tard pour pas être confronté aux gens, parce que les gens se moquent de lui. Quand elle lui demande quand est-ce qu'il a eu son dernier rapport ou qu'il a juste touché quelqu'un ou qu'il a reçu des caresses, ce genre de choses. En fait, elle comprend bien que il a jamais été regardé pour ce qu'il est au fond de lui, mais il a toujours été regardé par rapport à son apparence, par rapport aux clichés, par rapport aux moqueries. Et c'est là où elle, se dire, bah moi c'est pareil en fait. Elle va commencer à, à intellectualiser, à ressentir les choses et à avoir une vraie empathie envers cet homme-là. Une empathie tellement forte en fait qu'elle va le libérer au lieu de le faire disparaître comme les autres. Elle va le libérer. Et c'est vraiment le premier acte de sa transition à elle. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs,
je pense que tu parlais du miroir. Et en fait, la scène, elle existe en plus. Bah oui, en Elle plus, est elle est là. juste après, ouais. Elle est juste après où elles se regardent. Et c'est une scène qui dure un peu Et qui est longtemps. très belle en plus, hein, franchement, Et c'est très beau. elle se regarde elle et elle se pose des questions. Tu le vois bien, quoi. Et, euh, et pour revenir à lui, moi j'ai une petite scène que je trouve touchante et qui résume tout. C'est quand il se pince pour rêver, Ouais. pour vérifier qu'il ne rêve pas. Il y a toute la détresse en fait dans ce geste-là. Euh, et forcément, c'est touchant. Et bon, on s'en doutait un peu que ça allait changer les choses aussi chez elle. C'était obligé. Ah bah moi honnêtement la première fois que je l'ai vu, moi je pensais pas. Je pensais que le film allait être hyper radical et enfin tu vois, je pensais que ouais que Glazer allait être ouais encore plus rude. Bah, alors c'est marrant que tu dises ça parce que moi c'est la fin que je trouve hyper radicale et à laquelle je m'attendais pas. Euh, on peut l'aborder maintenant. C'est une véritable scène d'agression. Moi cette scène-là, je l'ai trouvée donc hyper radicale et de deux, elle m'a dérangé parce que même si dans le propos elle est nécessaire, je comprends ce qu'il veut dire et je trouve ça hyper bien fait. J'en voulais pas. J'en avais pas besoin. Parce que la relation qu'elle avait avec l'homme me suffisait. Où je me disais, ah bah tiens, en fait, elle va se rendre compte et elle va finalement tomber amoureuse et se rendre compte que tous les hommes ne sont pas forcément les mêmes. Et j'aimais beaucoup ce postulat-là. Alors c'est pas ça qu'il veut dire. Bah non, il C'est veut pas- dire l'inverse en fait. il veut pas dire ça et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, j'ai été déçu. Mais je pense que c'est mon petit cœur de fan de comédie romantique qui voulait quelque chose qui se terminait. Tu voulais vraiment un Bien. truc un happy end. Le Mais moi, début du film. je voyais Hugh Grant et Sandra Bullock, tu vois. Euh, Bah, moi j'aime bien cette scène-là parce que La scène de l'agression. ouais, parce qu'en fait elle concrétise le propos. Parce qu'en fait on parle de ça depuis le début, on fait disparaître les hommes dans une espèce de liquide un peu chelou. Tout ça est très conceptuel. Et en fait je trouve que cette scène-là est intéressante pour rappeler aux spectateurs qui n'auraient pas réussi à rentrer, parce que c'est pas, c'est pas un cinéma hyper accessible, hein, on va pas se mentir. Ah bah non. Je trouve que cette scène-là, même si elle est vraiment rude à voir et qu'elle nous fait bien chier, eh bien en fait elle permet de dire en fait non, en fait je parle de ça. Je vous parle d'agression sexuelle, de viol, de ce côté systémique et automatique en fait. Ça permet de recentrer son sujet et de le rendre peut-être plus réel. Et j'ajouterais juste que c'est le point culminant qui définit même le titre du film pour moi. C'est-à-dire qu'à la fin, quand elle retire sa peau, c'est regarder au-delà du physique que je suis, enfin, regardez au-delà du physique que vous convoitez. Je suis bien plus que ça sous ma peau, à l'intérieur, under the skin. Drop the mic. Et moi, en tout cas, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Je voulais pas de cette fin. C'est ce que je te dis. Mais ça veut pas dire que j'ai pas du tout aimé la façon dont c'est filmé et la façon dont c'est fait. C'est génial. En plus, moi je trouve qu'elle est flippante. Moi ça m'a fait écho à Garland et puis également à Asbestas où on a aussi une scène d'agression, pas sexuelle, mais d'agression dans la forêt où en fait on a du mal à voir où est l'agresseur, mais en tout cas il y a une espèce de stress qui se joue au niveau de la victime. Et c'est flippant, et en plus elle se joue en deux temps, donc il y a une fugue, et puis après on remet ça, enfin, c'est assez éprouvant. Euh, mais ouais, moi je trouve que ouais, ça participe en fait à son discours assez défaitiste sur la nature humaine en fait. Alors si, il y a peut-être quelque chose quand même que j'ai pas spécialement compris. C'est l'homme à moto C'est un personnage que j'ai du mal à comprendre, à analyser. Je sais pas trop ce qu'il veut dire derrière, si ça sert juste
l'histoire et puis point barre, mais voyant le film et le réel, je suis pas convaincu que ça soit anodin. Et sur ce point-là, je n'ai pas d'idée. Bah moi, je pense qu'il incarne les règles. Je vais pas dire la hiérarchie, mais en tout cas, elle répond à une norme, à une règle. Elle a un programme, en fait, qu'il faut qu'elle fasse. Elle reprend l'identité, elle attire les hommes, elle les fait disparaître, etc. Et lui, en fait, c'est comme dans n'importe quel système. T'as besoin systématiquement de... Tu sais, dans un collège, t'as des pions. T'as besoin de gens, en fait, qui font en sorte que les règles soient respectées. Et elle, dès qu'elle ressent quelque chose, de l'empathie, une sensation, et qu'elle sort des clous, en fait, là, le motard et les motards, puisque visiblement à la fin ils sont plusieurs, doivent s'organiser pour remettre tout en ordre et faire en sorte, en fait, qu'elle soit la projection de ce qu'on attend d'elle. Je pense que c'est censé... Enfin, j'imagine que c'est dans quelque chose dans ce goût-là. Si eux, les motards, sont les garants des règles et du protocole sociétal, Ouais. et qui veulent la remettre dedans, c'est-à-dire que la relation qu'elle vit avec l'homme qui l'a recueilli ne fait pas partie de ce protocole-là. Pas du tout, mais c'est pour ça qu'elle... Donc il est bien différent. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est différent? Il n'est pas le même que les autres hommes du début. Ah bah bien sûr, mais oui, mais en fait, ce que ça raconte, c'est qu'à un moment donné, elle sort du cadre. Donc oui, là, on est plus sur un personnage un peu plus paternel, on va dire, qui va l'aider, qui va l'accompagner, etc. Mais c'est parce qu'elle a fait un changement au sein d'elle-même qui lui permet d'avoir aussi accès à d'autres personnalités. Mais je suis d'accord avec toi, hein, pour te dire que ce mec-là, il est différent, il n'y a pas de sujet, mais c'est juste que sa manière de répondre à elle, c'est encore des automatismes, parce qu'elle n'a pas encore twisté à 100%, elle n'a pas encore changé à 100%. C'est pour ça que, pour moi, le baiser, c'est aussi quelque chose d'automatique par rapport à ce qu'on lui a... par rapport à son programme, par rapport à ce à quoi... Ça n'empêche rien, mais en tout cas, elle était programmée aussi pour le faire. Donc, je pense pas qu'elle ait un niveau d'émancipation, même si le film parle de ça, qui est suffisamment élevé dans la deuxième partie. Elle est au début d'une transition. Ouais, j'y voyais un peu plus d'émancipation que ça. Mais t'as peut-être raison, hein, c'est ton ressenti. Tout à fait. Et il est clairement valable. Il y a autre chose qui est très symbolique dans le film, c'est la musique. Alors, j'aime beaucoup la musique de ce film-là. Ouais. Après, je suis un peu particulier. Bah là, c'est pas le genre de musique qu'on écouterait en mode chill, tout ça. Hein. Mais en revanche, elle sert énormément le propos. C'est-à-dire que déjà sur la scène de l'agression finale et sur les scènes du début, c'est de la musique assez froide, industrielle. Ouais. Il n'y a rien il n'y a pas d'envolée. Et la scène où elle est avec l'homme qui l'a recueillie, il y a du violon, il y a quelque chose de plus mélodieux, il y a quelque chose de plus naturel, doux, ouais. de doux et naturel en fait, comme une relation naissante. Et j'ai beaucoup aimé vraiment la musique, parce que justement quand elle se rend compte et qu'elle fuit finalement ce qui pouvait être bien pour elle, et se retrouve face à ce bûcheron là, eh ben, on retrouve de nouveau la musique indus avec ce côté froid, agressif. J'ai vraiment aimé toute la symbolique par la musique en tout cas. Et je rajouterais dans le côté symbole, en fait, la ville est filmée de manière documentaire, en fait. La ville, c'est le terrain de chasse. Donc je pense qu'il y a peut-être un lien entre la musique urbaine, industrielle, qui correspond vraiment en fait à la première partie. Et je serais entièrement d'accord avec toi si cette musique industrielle n'en venait pas à la fin d'agression dans la forêt. Mais oui, mais parce que c'est le terrain de chasse, la ville. Ah oui, tu parles du terrain de chasse, pas la ville en elle-même. La ville, pour moi, c'est un terrain de chasse. Comme la forêt à la fin, qui est un terrain de chasse. Oui. Donc la musique est liée au terrain de chasse. Au terrain de chasse, d'accord. Ouais. Ok, je comprends bien. Mais du coup, on y attribue le côté industriel. Enfin, tu vois. Oui. Et ça, je trouve ça hyper intéressant.
Dans les symboles, il y en a un, alors je sais pas si c'est un symbole d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une scène, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais qui est assez marquante. J'aimerais bien qu'on en parle un peu plus parce que moi, c'est une scène qui me met excessivement mal à l'aise. Est-ce que tu peux nous en parler Eh bien, en fait, oui, oui, il y a Scarlett Johansson qui parle avec un nageur. Et au loin, sur la plage de Galets, en fait, il y a une femme qui essaye de sauver son chien qui ne peut pas euh, revenir à contre-courant. Et du coup, elle se fait embarquer. Du coup, il y a l'homme qui part nager pour sauver sa femme et laisse leur fils, je sais pas, qui doit avoir de 18 mois, je crois, c'est ça 18 mois, ouais. sur la plage. Et ils meurent tous, en fait, laissant l'enfant sur la plage. Et C'est horrible. après, moi, cette scène-là, en fait, je l'ai pas spécialement appréciée parce que même si je comprends tout le côté métaphorique, en fait, aucun parent ferait ça dans la réalité. Mais oui, Donc, mais aucune personne ne laisserait, enfin, aucune personne ne disparaît dans un océan, aucun homme ne disparaît dans un océan oui, mais ça, noir. c'est la partie de science-fiction. Là, une noyade, c'est ancré dans la réalité. La question, elle se pose pas. Moi, ça me gêne pas quand il y a des aspects fantastiques ou science-fiction dans les films. On déborde un peu, mais parce que des extraterrestres, on est d'accord, ça n'existe pas. Ou peut-être que si, on sait jamais. Hein. Mais une famille sur Moi, une j'ai plage des de... potes, franchement, je te les ferai découvrir, franchement, je suis sûr qu'ils viennent pas de là. Ils sont Toi, pas comme nous, hein. t'as des potes reptiliens, toi. Ce que je veux dire par là, c'est que la famille sur la plage de Galets, c'est une réalité. Il n'y a pas de souci. Tu peux pas, même si c'est un film de science-fiction, tu peux pas jouer avec quelque chose qui va à l'encontre de la nature humaine. Et aucun adulte avec un enfant ne ferait ça. Aucun. Mais non, mais c'est que cette scène-là, elle n'a pas pour objectif d'être réaliste. Oui, c'est ce que je te dis, je comprends. Elle est faite pour être métaphorique. Mais quitte à ce que ça le soit, je préfère, moi, personnellement, quand c'est posé Quand dans c'est la... pas une métaphore, en fait. Non, mais quand c'est posé dans la réalité, plutôt que d'avoir un comportement... Pour moi, tu peux pas faire n'importe quoi non plus, sous prétexte que tu veux parler de quelque chose. Mettre en place des extraterrestres, etc., ou autre, pour parler je sais pas, de plein de choses hein, dans E.T. ou autre, ok, c'est pas, mais pas ça. Parce que, D'accord, ok. mais, Ok, mais super. pas ça parce que en fait c'est une scène qui est réelle. C'est pas parce que c'est un film de science-fiction que tu peux faire en sorte qu'une famille ait un comportement qui ne soit absolument pas humain. Quand les personnages sont humains. Bah écoute, je t'invite à allumer la télé et à regarder les faits divers. Je pense qu'il y a des comportements, de manière générale, qui sont complètement inhumains et complètement absurdes, et que l'humanité est faite de comportements un peu chelous. Après, là, ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est Attends, pas... attends, parce que le comportement inhumain qu'on peut voir dans les faits divers, c'est plutôt ceux qui vont laisser leur chien crever sans essayer d'aller le sauver. On verra plus souvent ça que ce qu'on a vu dans le film. C'est sûr. Non, mais on est d'accord, mais en vrai, je comprends ce que tu dis, et encore quoique, mais euh, moi, ça me gêne pas parce que c'est pas le message de la scène. En fait, le message de la scène, il est surtout là pour exposer, parce qu'on est vraiment au début du film. On a eu déjà deux, trois disparitions avec Scarlett Johansson. Enfin, en tout cas, elle a fait disparaître deux, trois hommes. Et cette scène-là, elle sert surtout à nous montrer à quel point euh, elle a une absence totale d'empathie, de morale et de psychologie. Et je trouve que c'est assez fort. Alors moi, le fait que de laisser le gamin, moi ça me, je suis pas bien. Là honnêtement, ça allait parce que bon, bah toi t'étais pas hyper concerné par le truc, donc donc du coup, Quoi alors déjà, tu vas te calmer parce que moi, je n'ai pas dormi. Hein et j'ai pas fait l'affront de partir aux toilettes comme je te l'avais promis pendant 15 ah minutes. ouais, alors, mais là t'expliques rien. Tu dis, j'ai pas dormi, mais Bah, t'as pas dormi pendant le visionnage. oui, j'ai pas dormi pendant le Mais visionnage. qui fait ça? Bah, toi, par exemple. Ouais. Bon, c'est une attaque gratuite. Enfin voilà, laissez tomber. Ce que je veux dire, c'est que bah moi ça me fait hyper mal. Enfin franchement, ça me fait hyper mal au cœur de voir un gamin
déjà de voir un gamin tout seul. Comme Scarlett Johansson n'a aucune empathie, moi j'avais tellement peur qu'elle se sépare du gamin. Vraiment. Vraiment. Je me suis dit, mais elle est tellement dépourvue d'humanité que, en fait, c'est possible, en fait. Et je ne voulais pas voir ça. Mais c'est normal qu'elle soit dépourvue d'humanité. Elle n'est pas humaine. Oui. Non, mais oui. Mais sauf qu'en fait, elle le devient. Rappelle-moi Captain Obvious. Non, mais merci. Non, mais sauf que le film nous montre qu'elle commence à ressentir des choses au bout d'un moment et qu'elle switch. Donc, qu'elle le devient. Donc, ma réflexion n'était pas. Tu vas arrêter un petit peu, hein. T'es un peu relou. Il commence à être tard, ça y est, je vais commencer à être en roue libre. Et ce que je trouve très fort dans ces scènes-là, c'est que ce personnage, enfin, Scarlett Johansson, elle voit des corps, une situation et une opportunité, en fait. Parce qu'à la fin, elle va piller des trucs dans la toile de tente du surfeur #nageur, quoi. C'est pas elle. Oui, mais c'est pas elle directement, mais c'est le système qui pille. Oui. Parce que le motard, c'est le système, ou en tout cas, j'imagine que c'est le contrôle du système, en fait. Donc ouais, moi c'est une scène qui m'a vraiment mis hyper mal à l'aise. Mais visiblement je suis le seul. Bah, en fait, moi, vu qu'elle m'agaçait, je pouvais pas être mal à l'aise. J'ai des scènes avec des enfants qui m'a beaucoup plus choqué. Hein, ça de Muchetti, oui, ça m'a beaucoup plus choqué. Et là, en fait, vu que j'étais agacé par la scène, je ne pouvais pas être embêté, quoi. C'est un film, c'est un film de SF, d'horreur un peu quand même, hein. Un peu horrifique, ouais. Moi, je dirais que c'est surtout dark sur la première partie. Euh, c'est marrant si on... Enfin, ça n'a rien à voir en termes de sujet, hein. Mais vraiment, ça aborde pas du tout les mêmes thèmes. Mais dans la construction du film, je ferais tout le parallèle avec Titan, avec un début de film très assez dark, assez cash en fait, et une deuxième moitié un peu plus calme entre guillemets jusqu'à la fin, Plus romanesque, plus. C'est ça. Jusqu'à la fin, qui elle redevient beaucoup plus spectaculaire, quoi. Moi, ce que je trouve en commun avec beaucoup de films que j'aime, c'est justement cette part de liberté, ce côté artistique, parce qu'il y a quand même un travail artistique assez poussé aussi chez Jonathan Glazer, mais c'est le fait de pas juger, de pas moraliser et de laisser le spectateur, ouais, trouver des pistes. On va essayer de faire pas trop long non plus, parce qu'il est très tard et je vois que Cédric est en train de s'endormir. de s'endormir. Quelles étaient les scènes que tu as préférées? Eh bien, la scène du baiser avec l'homme qui l'a recueilli, où je trouve qu'elle est, elle est drastiquement opposée en fait aux scènes de séduction qu'il peut y avoir dans la première partie. La scène du baiser, je trouvais qu'elle était pleine de tendresse en fait, et on voit qu'elle change au fond d'elle. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Même la scène, voilà, après oui, ils commencent un peu à coucher ensemble, il la déshabille, elle est pudique, c'est plus la même en fait. Avant où devant les hommes dans la première partie, elle se déshabillait complètement, enfin pas toujours complètement, mais il y allait quoi. Là, il y a une certaine pudeur dans le jeu de Scarlett Johansson qui fait que j'ai trouvé vraiment cette scène très belle, ouais. Cette scène, elle m'a fait vraiment penser à Alex Garland dans Ex Machina. Ah oui, et oui. Parce oui. que alors c'est son, enfin en tout cas pour moi c'est son meilleur film, c'est là où il est le plus proche en fait De ce qu'il veut raconter. Oui, bah voilà, c'est bon, c'est une épiphanie, hein, parce que franchement les autres films sont quand même peu compliqués, mais il y a une scène que je trouve vraiment très belle dans Ex Machina qui m'a fait penser à ça. C'est quand donc le personnage principal, c'est une femme robot euh, et qui finit par mettre un vêtement alors que c'est un robot en fait. Et il y a une phrase qui est juste magnifique, c'est qu'en fait, et qui résume le film, euh, où l'un des hommes, parce qu'en fait il y a deux hommes qui lui tournent autour, qui lui dit bah, pourquoi est-ce que tu t'es habillée, parce qu'en fait elle est faite de métal, etc. Et elle lui répond dans ton regard, je me suis senti nu.
Oui. Ta façon de me regarder m'ont fait sentir une femme nue, en fait. Donc j'ai eu besoin de me couvrir. C'est sans doute la meilleure réplique du film. Alors, qui n'est pas dite comme ça, évidemment. Je pense qu'elle a été beaucoup plus travaillée parce que c'est le souvenir que j'en ai. Mais ça m'a vraiment fait penser à ça, en fait. Ouais, je te rejoins. Bah, après, Ex Machina est un super film. Moi, j'aime beaucoup Ex Mais Ex Machina. Machina est un super film. Donc, en tout cas, il y a eu cette scène-là. J'ai beaucoup aimé la scène de fin. Donc, avant que tu le dises, pas l'agression. Je te connais un peu. Mais juste après, en fait, où voilà, en fait, sa peau est déchirée. On voit le corps d'alien ou en tout cas de créature C'est bien fait. Hein. dessous. C'est super bien fait, ouais. Et quand elle enlève sa peau, moi, c'est une scène avec... et surtout qu'elle tourne la tête Ouais. et qu'elle la regarde. Il y a même si la créature en elle-même, il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a un faciès, mais... Ouais, j'ai y a cherché, pas... je savais pas si elle avait les yeux ouverts ou pas. J'ai Bah, l'impression que on sait c'est pas bizarre. trop, mais on sent en fait dans cette scène-là tout un souffle d'incompréhension. Mais pourquoi tout ça pour ce bout de peau en fait alors que je suis finalement bien plus à l'intérieur. Et j'ai vraiment adoré cette scène-là. Après, il y a des plans qui sont très beaux, mais qui sont pas genre des plans sur la forêt, etc., que je trouve magnifiques. J'ai beaucoup aimé voilà, ces plans séquences avec la Steadicam derrière la moto Ouais, qui la suit. super. Même s'il n'y a pas de sujet derrière ça, c'est juste qu'en termes de mise en scène, je trouve la façon dont c'est filmé, Un petit j'aime côté beaucoup. flou sur les côtés, c'est vachement bien. Je trouve ça super joli. Ouais. Donc voilà. Et toi? Je vais rebondir sur la scène juste après le baiser. C'est une scène que j'aime bien aussi, mais juste après, c'est ce que je préfère. Et moi, ce que j'aime bien, bon, je vais pas faire de dessin, mais en tout cas, il la caresse. Et ce qui est rigolo, c'est sa réaction à elle. C'est-à-dire que pendant toute la première partie du film, il n'y a pas de scène de Scarlett Johansson, en tout cas de cette alien-là, qui couche physiquement avec des hommes, parce que j'imagine que le discours est beaucoup plus métaphysique ou métaphorique. Mais par contre, c'est une prédatrice qui couche avec des hommes et qui les tue. Enfin, même si c'est pas montré. Et là, d'un seul coup, elle découvre son corps. C'est-à-dire qu'elle a un mouvement de recul, à un moment donné, et c'est limite, c'est tendre et limite drôle aussi. C'est qu'après, elle se tourne, elle prend la lampe de chevet, et puis elle se regarde l'entrejambe pour essayer de comprendre, en fait, ce qui vient de se passer dans son corps. Oui, oui. Et je trouve ça drôle, et en même temps hyper touchant, hyper tendre, en fait. Il y a un côté candide en fait. Ouais, un peu un côté un peu pauvre créature. Oui, de Il y a, Lantimos, ouais. ouais, il y a une efficacité comme ça. Et puis après, moi, dans les scènes tendres, moi, j'aime bien quand... parce que ce qu'il faut dire, c'est que qu'elle est très robotique, en fait. Hein. Hormis quand elle chasse, elle est mutique, elle est droite, on dirait vraiment une poupée, en fait. Euh, et ce que j'aime bien, c'est justement quand il prend soin d'elle et qu'il y a une flaque d'eau et qu'il la porte et en fait elle est quasiment presque inerte en fait. En fait, c'est cette manière qu'il a de prendre soin d'elle que je trouve hyper touchant. Ouais, je suis d'accord avec. D'ailleurs, on se souviendra de la vanne que j'ai fait où on pensait qu'il allait La pousser. la pousser dans la flaque. Voilà, Cédric, gamin de 6 ans et demi. C'est moi. Bon, je Oui, peux. excuse-moi. Je t'ai dit, je suis fatigué, je suis en roue libre. Hein. Alors, il y a aussi quand elle se regarde dans le miroir. Et alors, juste avant qu'elle se regarde dans le miroir, quand elle est dans cette espèce de maison où elle attire les hommes, il y avait, pour le coup, j'avoue, hein, il y avait un côté très très Lynch dans les tapisseries. Tu sais pas si c'est de la peinture. Mais complètement. Et c'était Enfin, hyper. Ouais, bon. la première partie est complètement lynchienne. Même si c'est un peu répétitif, moi ça me gêne pas du tout, mais la pièce noire de la maison, là où elle fait disparaître les hommes, moi je trouve que esthétiquement, et c'est là où tu vois, où tu sens que ce gars-là il vient du clip quand même. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Moi, enfin,
C'est joli, hein. Non, mais c'est pas que joli, en fait. Mais ouais, mais moi, pour le coup, là, ça faisait trop clip. Vraiment trop clip. Mais ce que ça dit aussi, le corps est une matière première, enfin, pour un prédateur, en fait. Et puis après, plus globalement, moi, j'aime bien ben, l'évolution, en fait, de l'alien, Sky Johansson, qui va découvrir ce que c'est qu'un corps humain. Alors, on va clôturer avec le presque mot de la fin. Comme c'est moi qui présente, la règle, c'est que je dois me taire pendant la sentence. Alors, avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début, est-ce que, Cédric, tu recommanderais ce film? Alors, oui. Merci Cédric, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Non. Oui et non. En fait, je pense que c'est un film qui est ultra exigeant et qu'on ne peut pas mettre forcément dans toutes les mains. Ça fait cinéphile très prétentieux quand je dis ça, mais je trouve que c'est un film qui est très exigeant et pour le coup, même s'il est ultra important de le voir pour le sujet qu'il aborde, pour se mettre face un peu à ses responsabilités en tant que personne d'une société qui a des problèmes, je pense que y a une partie qui passeront à côté. C'est dommage, mais parce que en fait, le film est sans doute un peu trop exigeant. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai aimé. Je sais pas si je le regarderai une nouvelle fois. Peut-être qu'avec tout ce qu'on s'est dit, il y a peut-être des choses que je voudrais revoir. Mais je sais que c'est pas le cinéma que je préfère. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le film. Mais voilà, je recommande. Mais en tout cas, faut être prêt à creuser le film et à vraiment essayer de le comprendre. Merci Cédric. Et bien de rien. Le film est disponible en VOD sur pas mal de plateformes, si jamais on vous a donné envie. Alors on a bouclé le film du jour, mais pas l'épisode. Et à la fin de chaque épisode, on aime vous glisser une petite ou plusieurs petites recos de derrière les fagots, histoire de prolonger le plaisir. As-tu des recos à nous partager, Cédric ? Eh bien, oui, j'en ai une, on l'a abordé pendant le film. Donc, si vous voyez Under the Skin, eh ben, je vous conseille de voir Men d'Alex Garland et vous comprendrez tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, tout simplement. Bien joué. Ou alors Ex Machina, Ex Machina, qui est un petit bijou. Exactement. Et toi, Manu, as-tu des recos ? Alors moi, j'en ai une. C'est un compte Insta que je consulte pas mal en ce moment, qui s'appelle Les Contes de Nutello. C'est un décryptage de tous les contes de notre enfance, de Perrault, Disney, des frères Grimm, etc. Et qui sont vraiment décryptés, analysés, et puis, je ne vais pas dire remis au goût du jour, mais en tout cas, il y a des parallèles qui sont évidents sur certaines de vidéos, sur plein de sujets qui nous parlent plutôt bien. Donc c'est hyper intéressant, c'est rigolo, c'est court, et puis vous allez apprendre mais vraiment plein de trucs. Ok, bah j'irai voir, tiens. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Y'a du bruit dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu à l'enregistrer. Merci à toi Cédric. Merci Manu. Retrouvez-nous sur yadubruit.com, Instagram et sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez-y des étoiles, des cœurs ou même des petites figurines à l'effigie de Scarlett Johansson si ça vous chante. Mais surtout, parlez-en autour de vous et même à votre chat, qui sait. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut. Ciao. Cédric, gamin de 6 ans et demi. C'est moi. C'est qui le patron ? C'est moi. C'est moi.